Place maintenant à la rubrique invité. Dans la logique, coronavirus oblige, on va parler maintenant de communication. Est-ce qu'elle est efficace? Comment communiquer en temps de crise? Avec le docteur Falilouba qui est notre invité de ce matin. Allez, je rappelle juste à ceux qui nous rejoignent à l'instant, docteur, que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et surtout spécialiste en changement de comportement. En ce moment, je pense qu'on a vraiment besoin de changement de comportement, surtout au niveau de certains quartiers où les gens semblent ne pas avoir compris le message. Et les supporters du comité national Ali Casa donnent le bon exemple, déjà en faisant ce clip de soutien au corps médical et en appelant toutes les populations quand même à prendre en compte ces recommandations-là donc des experts. Il n'y a que cette voie-là qui pourrait nous permettre quand même de venir à bout définitivement du Covid-19. Mais depuis, bien avant d'ailleurs, le premier cas ici au Sénégal, bon, il y a eu une campagne de sensibilisation menée jusqu'à présent d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national, voilà, pour qu'il y ait une large adhésion, pour que tout le monde quand même puisse suivre les recommandations des autorités sanitaires du Sénégal. Alors docteur, vous qui êtes spécialiste, n'est-ce pas, en sciences de l'information et de la communication, mais surtout en changement de comportement, est-ce que vous avez vu que ces résultats ont été positifs? Est-ce qu'en vérité, voilà, l'attente a été satisfaite? Oui, mais merci bien Alioune Badara. Donc, je vous remercie pour l'opportunité que vous me permettez de me donner de pouvoir m'exprimer un peu sur ce sujet qui est extrêmement important, cette mobilisation nationale et citoyenne. Je dois dire d'abord que, pour m'en réjouir, que très tôt, en fait, les autorités sénégalaises ont vite compris qu'en réalité, le cœur de la bataille, c'était la communication, en fait, la sensibilisation. Et j'en prends pour preuve le docteur Bousso qui dit, déjà dès le 22 mars, que cette lutte-là va se gagner au niveau de la prévention et de la sensibilisation. Le professeur Seydi a réitéré beaucoup encore ce message-là. Donc, les gens ont compris très vite que c'est une bataille qui va se gagner au niveau beaucoup plus de sensibilisation, de la communication, de changement de comportement qu'au niveau médical. Alors, le Sénégal s'est investi dans ce domaine-là, effectivement. Maintenant, la bonne question que vous posez, c'est est-ce qu'en réalité, cette communication-là qui est aujourd'hui en cours est une communication efficace? En tout cas, si vous devez remarquer ce qui est aujourd'hui en train d'être fait, c'est une communication qui est aujourd'hui axée principalement sur l'explication. Donc, on cherche à expliquer aux Sénégalais que les signes de la maladie, c'est ça. On essaie de renseigner aux Sénégalais que voilà les gestes barrières qu'il faudra adopter. On essaie même de démontrer aux Sénégalais comment il faudra adopter ces gestes-là. Donc, à ce niveau-là, il y a ce triptyque-là qui s'agit d'explication, d'argumentation, de démonstration. Alors, quand on est dans cette dynamique de communication, il faut se dire que nous sommes dans une communication de persuasion. Alors, c'est une communication qui est bonne en soi pour l'objectif qu'elle recherche. Quel est l'objectif qu'elle recherche? Quand on fait une communication de persuasion, l'objectif recherché, c'est de permettre au destinataire d'avoir une connaissance de la chose, d'avoir en réalité une perception positive de la chose. Et quand on fait une petite analyse, une évaluation de test de connaissance selon Greenwald, quand on demande à votre collègue, à votre ami, quels sont les signes de la maladie, le Sénégalais lambda peut vous réciter les signes. Ouais, quand on leur dit quels sont les gestes barrières, il peut vous expliquer très rapidement quels sont les gestes barrières. Donc la communication, elle est efficace. Elle est efficace quand il s'agit maintenant de faire comprendre aux Sénégalais qu'est-ce que c'est que la maladie et comment on se prémunit par rapport à cette maladie-là. Mais est-ce que c'est la finalité de la communication qu'on doit rechercher? Donc, il y a un pan de la communication qui est positive et qui est bonne. C'est cette communication de persuasion parce qu'aujourd'hui, quand on fait une petite évaluation, on se rend compte que les Sénégalais ont compris la maladie, ils connaissent les gestes barrières. Maintenant, ça, c'est un niveau de la communication. Il y a un autre niveau et d'autres niveaux qu'il faut rechercher. Et d'ailleurs, le premier niveau, je pense, sur lequel on devrait également investir et qu'on n'a pas suffisamment investi, c'est la prise de conscience de la gravité de la maladie et de son degré de contagion. C'est-à-dire, si les Sénégalais connaissent la maladie, il faut que les Sénégalais aussi prennent conscience de la gravité de la maladie. Et on a parlé très tôt avant que ces jeunes de Médina qui, en réalité, ont fait cette sortie malheureuse. Et ça montre en réalité qu'on a en fait une distanciation de la gravité de la maladie. Et ça,
cela a été alimenté en fait dès le départ parce qu'il y a eu une incommunication. Est-ce que cela ne pourrait pas pousser l'État à user de la méthode forte? Parce que déjà aux premières heures de la pandémie ici au Sénégal, on a vu que l'État n'a pas hésité à actionner le levier judiciaire pour amener certains qui doutaient même de l'existence du coronavirus à suivre la ligne officielle. Et je crois que cela a porté ses fruits. Mais c'est très bien. Pourquoi ne pas continuer aussi cette politique-là? Mais c'est très bien en fait. Et j'ai beaucoup salué en fait cette prise de position de l'État dès le départ. Oui. Ce que j'appelle les incommunications. Une série de convocations adressées à certains leaders parce qu'à un moment donné, il y a eu en fait des thèses complotistes qui ont été développées, comme quoi le virus a été créé de toutes pièces pour, etc. Ensuite, il y a les thèses négationnistes qui disent que ça touche peu ou pas les Noirs. Et ensuite, il y a malheureusement des sorties malheureuses de certaines personnalités et de certaines personnes anonymes du Sénégal qui ont douté en fait de la maladie. Cela, l'État a eu une position forte et qui est positive. Ça a été en réalité d'arrêter ces un peu faux communicants qui ont eu à faire des révélations malheureuses. Mais malheureusement, ceci a laissé quand même quelques séquelles chez les Sénégalais. Et quelles sont les séquelles? C'est qu'aujourd'hui, avec ces intox et ces infox, on a senti en fait que le Sénégalais encore a une distance un peu de légèreté par rapport à la maladie. Et ça, il faudra simplement avoir un peu les réactions psychologiques, les réflexes psychologiques des populations. Quand on regarde les réflexes psychologiques, on se rend compte qu'on ne prend pas en compte la gravité et le danger de la maladie. Et donc, il y a une forme de communication. Au-delà maintenant de cette partie de force, il faudra faire une communication qui est adaptée à cela. Il y a une communication qui peut amener l'individu à prendre conscience de la gravité, si en réalité on doute de la cause sociale. Et cette forme de communication, nous on l'appelle dans notre jargon la monstration. Et je pense Mme Coumba Diakhaté Mar a bien fait de nous montrer le clip de Pierre Ménès, et c'est ça dont on a besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous demandez à un Sénégalais lambda, il n'a pas vu quelqu'un qui a été atteint par la maladie. On n'a pas également vu, fondamentalement, cette difficulté, cette capacité handicapante de la maladie. Ça, on ne l'a pas encore vu. On n'a pas encore vu de mort. Et souvent même, on n'en parle pas très souvent. Je pense que quand on fait une communication pour amener l'individu à prendre conscience de la gravité d'une cause sociale, il faudra faire ce qu'on appelle la monstration en usant des leviers qu'on appelle les croyances empiriques. C'est-à-dire croire, voir les choses. Et voir les choses, c'est qu'aujourd'hui, on est au Sénégal à un niveau de 220 personnes qui sont guéries. On ne les entend pas, on ne les voit pas. Il faudrait que, si ces gens-là, parce qu'il y a, à part Bakary Cissé, et l'ancien ministre de la Communication, mais il faut, Moustapha Guirassy a été bien fait. Sénégalais lambda. Voilà, qui en réalité sort pour nous dire que j'ai été malade, voilà les séquelles que j'en ai eues. Et ça, on ne l'a pas encore vu. On ne nous a pas encore promené, bon, peut-être que ça va être difficile, mais dans le milieu hospitalier où les gens se trouvent. Et ça, c'est des éléments, sans pourtant faire peur, mais on donne la vérité et on montre aux Sénégalais la gravité de la maladie. Et ça, ce que ça va créer, c'est ce que va créer la fragilisation, la rhétorique de la fragilisation. C'est-à-dire, l'individu qui voit ça, il se dit, mais tiens, si ça arrive celui-là, ça peut m'arriver. Ça peut arriver à un proche. Donc, même je dirais, mais qui sera le prochain? Et cette forme de communication-là, de la monstration, n'a pas été prise en compte dans le dispositif communicationnel. Nous sommes dans la persuasion qui est bonne, mais il faudra également accompagner cette forme de communication par la communication de monstration pour la prise de conscience. La communication de monstration, comme vous dites, donc n'a pas été suffisamment bien explorée par les masses médias, par les médias classiques. Et pourtant, je sais que aujourd'hui, tous les médias du Sénégal, dans le domaine audiovisuel, en tout cas dans la sphère audiovisuelle, sont inondés de messages de sensibilisation à la fois des autorités. C'est ce que j'appelle une surcommunication. En réalité, on ne communique que sur un message. Si vous voyez bien, c'est les gestes barrières. Tout juste, et puis les signes de la maladie. On fait une surcommunication, on ne fait pas ce que j'appelle moi une multicommunication. On doit démultiplier la communication, faire une seule communication, un seul message, inonder le Sénégalais de cette image-là, c'est bon, mais il faudra également inventer une autre forme de communication. Parce qu'encore une fois, ça se gagnera à 3 niveaux. Un niveau mental, ce que je dis, la prise de conscience, un niveau attitudinal, ça veut dire que la prise de connaissance, et un niveau comportemental, c'est l'action. Or, aujourd'hui, on est au stade médian, on parle que de la persuasion, de l'attitudinal. Tout le monde a compris
mais on n'est pas encore à ces deux niveaux-là. Et sur les stratégies de proximité, par exemple, est-ce qu'on a aussi suffisamment exploré ce créneau, les stratégies de proximité? Mais c'est ça en pour réalité. Rompre un peu avec la communication officielle classique. Mais c'est le troisième niveau. C'est-à-dire Oui. si je pars de ce premier niveau que j'appelle la monstration, qui est la prise de conscience, qui doit être portée par les victimes et par les affectés et les infectés de cette maladie-là. Donc cette première partie. La deuxième partie, elle doit être portée peut-être aujourd'hui comme on le fait par les Sénégalais lambda, les personnels de santé, etc. Mais le troisième niveau doit être porté par les communautaires. C'est ça. Et cette forme de communication-là doit nous amener à aller vers le Sénégalais lambda et utiliser, nous, ce qu'on appelle dans le jargon la communication engageante dont on avait parlé, discuter avec les populations et les amener à travers des stratégies d'influence qu'ils prennent les prédispositions internes, libres, souveraines, de poser des actes. Cette partie aussi de la communication n'a pas encore été explorée. Donc il y a trois niveaux, trois escaliers, trois maillons, je dis, le niveau de prise de conscience, le niveau de prise de connaissance et le niveau d'action. Nous sommes encore aujourd'hui dans le milieu de prise de connaissance. Je pense qu'il faudra qu'on démultiplie un peu la communication. Et il faut accélérer la cadence. Ce qui pourrait peut-être expliquer ce qu'on a vu hier. On a vu les images d'ailleurs tout à l'heure où des jeunes de la Médina sont encore sortis en groupe et en masse dans les rues pour accueillir non seulement une famille sortie de confinement, mais en plein couvre-feu. Les gens sont dehors, sortis mais vous savez pour souffler un tout petit peu. Pourquoi ça allez. Si vous permettez, est-ce que finalement cette surcommunication dont vous parlez dans les médias, finalement, est-ce qu'elle n'est plus efficace? Est-ce que vous avez l'impression que les gens se disent on connaît déjà le message, on le sait déjà, ils vont nous dire la même chose? J'ai peur même de dire en réalité, l'inconvénient d'une surcommunication, c'est que ça finit par banaliser. C'est-à-dire on en a parlé tellement que finalement les gens l'ont tellement intégré qu'il faudra qu'on change de mécanisme de communication. Or, on a encore une fois trois objectifs. Et ce que les jeunes de Médina ont fait hier montre en fait qu'on n'a encore pas à une prise de conscience de la gravité et du degré de contagion de la maladie. Et cette forme de communication-là, on doit encore le faire. Comment le faire? La monstration. Moi, j'aime bien parce que Pierre Ménès, c'est bien, mais ce n'est pas de nous. C'est très loin de nous. Tous les gens qu'on nous a montrés, ce n'est pas nous. Moi, je voudrais voir, par exemple, dans mon quartier à Guédiawaye, quelqu'un qui est malade et qui prend la responsabilité de manière libre et souveraine de venir à la télévision dire « j'ai été touché ». Voilà quels sont les signes. Je dois vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Je revenais de France le 18 mars. Moi, je suis revenu de France parce que j'étais parti faire une conférence en France. Et je suis revenu, j'ai fait partie des voyageurs entrants. J'ai fait ce confinement volontaire de 14 jours. Et je remercie au passage le docteur Maté Diouf, le docteur Salou Thiam et puis Dior qui m'ont accompagné dans cette période de confinement. Et en réalité, quand on est dans cette dynamique-là, montrer en fait que moi j'ai été touché, mais ça permet aux gens qui sont proches de vous de dire « Ah oui, mais donc ça peut m'arriver ». Ce qu'on appelle la rhétorique de la fragilisation. Or, cela, mais ça n'a pas encore été fait. Et quand j'ai entendu l'autre journaliste dire « Si vous êtes touché, vous le savez, parce que ça vous handicape, vous ne pouvez plus respirer, c'est extrêmement violent », je me suis dit, moi, je ne suis pas touché. Parce que ces signes-là, que quelqu'un vous le raconte, vous le dit parce qu'il l'a vécu, mais si vous l'écoutez, vous allez croire. On n'est pas encore à ce niveau-là, il faut investir ce créneau-là. On a encore 4 minutes. Koumba, Nafi, des questions, Koumba? Oui, j'ai une question, docteur. Comment vous appréciez le rôle des médias, de manière générale, nous, dans cette stratégie de communication? Parce que jusque-là, vous avez analysé, effectivement, la stratégie de communication qui a été mise en place par le gouvernement. Oui. Mais nous autres médias aussi, nous avons un rôle de participer à cette communication pour aider les populations à mieux comprendre le danger. Effectivement, et vous le faites bien, mais en vous mettant en réalité dans les clous de ce qui a été défini. Et puis c'est normal, je dis souvent que le journaliste, son rôle, c'est de vulgariser la stratégie qui lui a été donnée. Ce n'est pas à lui de concevoir la stratégie, parce que ce n'est pas de son domaine. Le communicant public, c'est à lui de concevoir la stratégie. On vous donne un registre à travailler. On vous a dit les gestes barrières, c'est ça, voilà. Et puis aujourd'hui, les journalistes jouent pleinement et bien le rôle, c'est de vulgariser la stratégie qu'on leur a donnée. Maintenant, il nous faut maintenant appeler les vrais communicants, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à être des communicants publics. C'est ceux-là qui doivent en fait des spécialistes de la communication, de changement de comportement, de concevoir une stratégie qui est adaptée à la situation. Or, cette stratégie encore doit se fixer sur 3 niveaux. La prise de conscience, la prise de connaissance et l'action. Et ça, il faut le concevoir. Et si on les conçoit bien, c'est maintenant aux journalistes et aux médias de vulgariser cela. Et je pense que ce qu'on vous a donné, vous le faites
bien et puis vous vulgarisez assez bien cette forme. Nafi, oui, je place ma question, allez-y. Moi, j'aimerais savoir, en fait, après Covid-19, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura un changement de comportement? Beaucoup de pays pensent à ça aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, en Afrique, ça peut changer? Par exemple, nos comportements entre nous, social, le collectif. Est-ce que ça peut changer après le Covid-19? Mais c'est une très bonne question et je pense que c'est aujourd'hui l'enjeu. Parce qu'on nous dit que finalement, rien ne sera plus comme avant. Ouais. Donc il faudra en fait qu'on change complètement de registre. Sociaux, voilà, tout devra être changé. Or, ces comportements-là qu'on nous demande de prendre aujourd'hui, ce sont des comportements qu'on devra également garder dans l'avenir. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une forme de changement de comportement ponctuel et conjoncturel. Il faudra imaginer des stratégies de changement de comportement qui nous inscrivent en fait dans la pérennité. Ce que nous appelons le changement instituant. Or, on n'a pas également très bien exploré ces ressources-là. Il y a en nous et dans notre substrat culturel une manière, avec les stratégies avancées, en amenant la population à prendre conscience de cela et puis à prendre de manière libre et souveraine l'engagement de poser les actes. Non seulement il les fera aujourd'hui et il continuera à le faire. Je pense que c'est dans ce créneau qu'on doit s'inscrire au-delà de la communication de persuasion, aller vers une communication de changement instituant qui nous inscrit dans ça. Parce que comme vous l'avez dit, après, rien ne sera plus comme avant, il faudra garder ces mêmes mesures. Alors, vous parlez de substrat culturel, je n'aurai pas la possibilité de placer la question, mais dans la deuxième partie, voilà, vous parlez de substrat culturel. Moi, je pense immédiatement à ces relais sociaux extraordinaires que sont, par exemple, la chefferie traditionnelle, mais les dignitaires religieux aussi. Est-ce qu'on a suffisamment aussi exploré ce créneau-là? On ne l'a pas suffisamment exploré. Je ne les entends pas tellement bien. Non, dans un journal de la place, j'ai fait une contribution écrite où je disais en réalité qu'on n'a pas encore entendu ces personnes-là, qu'on appelle les personnes intermédiaires. Ce sont en réalité, vous savez, notre parole peut être la parole savante, mais notre parole ne peut ne pas toucher fondamentalement. Il y a en réalité, chez nous, ce qu'on appelle les publics intermédiaires, ces personnes-là qui ont une influence certaine sur les populations. Donc nous devons concevoir la communication et nous devons également donner cette communication à qui de droit. Celle-là qui peut vulgariser, transmettre et puis imposer de manière cette forme de communication aux autres. Et si nous n'avons pas encore suffisamment utilisé ces relais-là communautaires, d'abord, parce que je dis avec mes étudiants ENEA qui ont fait un bon slogan, à problème communautaire, une réponse communautaire, mais il faudra également intégrer ces leaders d'opinion, pas fondamentalement, mais surtout ces chefs religieux, ces chefs coutumiers, ces individus, en tout cas qui ont une parole forte et entendue pour nous faire passer le message. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon? Mais c'est bon pour l'instant, pour la première partie. Il nous faut passer au journal. Merci beaucoup, cher docteur. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Absolument. Docteur Falilouba avec nous ce matin. Si vous avez des questions, envoyez-les nous en direct sur notre page Facebook ou sur Instagram. Docteur, dans la deuxième partie, on va s'accorder encore quelques minutes parce qu'il y a d'autres questions. On pourrait évidemment parler également de la stigmatisation qui fait peur évidemment à beaucoup et qui peut-être expliquerait pourquoi les gens se cachent en ce moment. Allez, clip du jour tout de suite. On se retrouve juste après pour le journal.